Bonsoir et bienvenue. Il est presque 18h30. On est comme d'habitude en direct dans le studio de Boursorama pour ce qui va peut-être devenir, une tradition, presque une tradition de Noël chez nous, avec cette deuxième édition du webinaire « Réduisez votre imposition sur le revenu avec un plan d'épargne retraite individuel ou des FIP FCPI » car oui, en plus d'être le mois où on prépare les fêtes de fin d'année, décembre c'est aussi la période pour réaliser ces opérations de défiscalisation. Et il faut ajouter un contexte particulier cette année, alors que l'instabilité politique que connaît actuellement la France ajoute une bonne dose d'incertitude fiscale. Pour l'avenir, autour de l'épargne et de l'investissement, on aura sans doute de grandes chances d'en reparler au début de l'année prochaine. En tout cas, ce soir, on va faire simple, on va se concentrer sur deux grandes catégories de produits, le PER1, donc plan d'épargne retraite individuelle, et les FIP FCPI. Alors vous le savez, le PER1 chez Boursorama, c'est Matelas avec une option de gestion pilotée avec BlackRock, et notre partenaire sur les FIP FCPI, c'est Vatel Capital. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les produits disponibles sur le portail rubrique Bourse puis OPCVM, et enfin FIP et FCPI 2024. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de vous remontrer tout ça ce soir dans le détail. Et puis, pour ne pas faire rimer fiscalité avec migraine assurée, j'ai avec moi une équipe d'experts qui va tout vous expliquer très simplement. Et puis si ce n'est pas clair, vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct. La tablette est comme d'habitude à côté de moi, elles vont tomber et nous ferons le maximum pour essayer d'y répondre. Ce soir, j'ai donc le plaisir d'accueillir autour de moi sur le plateau Tatiana Cellier, responsable pôle banque privée, ingénierie patrimoniale et de fortune SG Assurance. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. À ses côtés, Mathieu Lambert, directeur général délégué chez Vatel Capital. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et grand plaisir de retrouver ce soir Thomas Vitou, chargé de clients grands comptes chez Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, avec ce mot finalement un petit peu valise de défiscalisation, il faut prendre le temps d'expliquer les termes un par un et leurs différences. Tatiana, on va commencer par ce terme qu'on entend très souvent, celui de niche fiscale. C'est très sympa, c'est très imagé. On a un peu envie de savoir ce qu'il recouvre. Alors tout à fait. C'est vrai qu'on entend souvent parler des niches fiscales et on peut se demander qu'est-ce que c'est exactement. Donc une niche fiscale, c'est une mesure qui permet de réduire son montant d'impôt sur le revenu qu'on va payer. C'est destiné à qui? Donc, ça peut être toute personne physique qui est soumise à l'impôt sur le revenu. Donc, pour rappel, le barème de l'impôt sur le revenu, c'est un barème progressif qui va de 0% jusqu'à 45%. Vous avez différentes tranches de 0 à 45%. Quand on parle de niche fiscale, on pourrait aussi parler d'avantages fiscaux, ce qu'on entend. Donc, avantage, niche fiscale, je dirais que ça va un petit peu ensemble. Dans les termes qu'on peut entendre, on entend aussi qu'on peut faire des déductions, des réductions et des crédits d'impôt. Ouais. Et là, déjà, c'est tout de suite un petit peu moins simple. Tout à fait. Ouais. Mais j'y reviendrai après, si vous voulez, bien évidemment. Une petite limite à tout ça, parce que le législateur, il a créé des niches fiscales, ça vous l'avez compris. Par contre, ce qu'il indique, c'est que pour certaines, donc pas toutes les niches fiscales, il peut y avoir un plafond. En fait, qu'est-ce que le législateur nous dit? Il nous dit, je vous permets d'avoir des avantages fiscaux, donc de baisser votre impôt, par contre, dans une certaine limite. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà pour cette explication. Et vous l'avez dit, effectivement, cette grande catégorie, ces dispositifs, on a déduction, réduction, crédit d'impôt. Pas toujours simple de s'y retrouver sur l'impact et la nature même de ces différents avantages. Oui, tout à fait. Et je le conçois parfaitement. Ouais. Alors, dans les déductions d'impôt, on va retrouver, pour vous donner des exemples, le versement sur un plan d'épargne retraite, tout simplement. Donc, ça va rentrer dans les catégories de déduction d'impôt. Donc, on y reviendra un petit peu plus en détail sur le fonctionnement du PER. Ouais. Et là, en tout cas, c'est une déduction d'impôt. C'est pas une sorte. Donc, si on reprend un peu le mécanisme, comment ça se passe? Où se situe cette déduction d'impôt? Donc, vous avez tous vos revenus. Donc tout le monde, qu'on doit déclarer chaque année. Sur ces revenus, le législateur nous dit, si je fais un versement sur un PER, que je peux le déduire, et après je vais avoir mes revenus nets imposables que je vais pouvoir passer au barème de l'impôt sur le revenu. Et mon impôt sera calculé. Donc une déduction d'impôt, c'est une somme qui est déduite des revenus qui vont être soumis au barème. Donc ça se passe avant le calcul de l'impôt. Donc, première grande catégorie, la déduction, mais il y a aussi la réduction. Tout à fait, la réduction d'impôt. Alors, pour vous donner un exemple de réduction d'impôt, je vais citer donc les FIP FCPI. Si je reprends pour vous schématiser où est-ce que ça se passe, donc on a toujours nos revenus qu'on doit déclarer chaque année. Le législateur va calculer donc les revenus nets imposables
qui vont être soumis au barème. Donc là, vous l'avez compris, je me situe après le calcul de l'impôt. Donc j'ai mon impôt sur lequel je vais venir appliquer toutes mes réductions d'impôt. Alors attention, parce que ces réductions d'impôt, il y a une limite. Il ne pourra pas y avoir de remboursement. Donc si je prends un exemple, si j'ai par exemple 5 000 € d'impôt à payer, que j'ai 7 000 € de réduction d'impôt, je ne payerai pas d'impôt. On ne donne pas 2 000 € en plus. C'est tout à fait ça. On ne me les donne pas. Donc la réduction d'impôt, ça va être une somme qui va être déduite de mon impôt à payer, mais que je ne pourrai pas avoir, donc il ne me sera pas remboursé. Bon, déduction, réduction. Troisième catégorie, le crédit d'impôt. Tout à fait, le crédit d'impôt. Alors pour continuer sur ce que j'ai dit, les exemples que je donnais tout à l'heure, je vais citer cette fois-ci donc, la garde d'enfants. Pour reprendre aussi le mécanisme et bien comprendre où est-ce qu'on se situe, donc j'ai toujours mes revenus que je déclare chaque année, je vais avoir mes revenus nets imposables qui vont passer au barème de l'impôt, je vais avoir mon impôt qui va être calculé. Et là, je vais retrouver donc mes crédits d'impôt, qui vont pouvoir venir diminuer ce montant d'impôt. À la différence de la réduction d'impôt de tout à l'heure, le crédit d'impôt, lui, peut m'être remboursé. Donc si, je prends encore une fois un exemple, j'ai 5 000 € d'impôt à payer, j'ai 7 000 € de crédit d'impôt, là, cette fois-ci, le législateur va me rembourser les 2 000 €. Ouais, c'est pas mal ça. Donc la différence, c'est que cette fois-ci, ça m'est remboursé. Bon, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est l'impact de ces différents avantages fiscaux finalement sur l'imposition des revenus parce que ça les affecte, ça les touche différemment en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Et on pourrait avoir des déductions, des réductions et des crédits d'impôt. C'est tout à fait possible de cumuler les trois. D'accord. Donc, pour reprendre cette fois-ci de manière globale, j'ai mes revenus que je dois déclarer chaque année. Si j'ai fait un versement sur un plan d'épargne retraite, je vais pouvoir déduire de ces revenus donc les versements pairs. Je vais avoir donc mes revenus nets imposables que je vais faire passer au barème de l'impôt sur le revenu. Ensuite, je vais avoir un impôt qui va être calculé. De cet impôt, je vais pouvoir déduire donc, tout ce qui est réduction d'impôt, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est FIP, FCPI. Par contre, attention, les réductions d'impôt, je le rappelle, je ne peux pas avoir de remboursement. Et je vais revenir derrière encore déduire si j'ai des crédits d'impôt. Par contre, le crédit d'impôt, lui, pourra m'être restitué. Donc on voit bien que les avantages fiscaux ont des impacts à différents niveaux. Ça peut être avant le calcul de l'impôt, donc réduire en fait la base sur laquelle ça va être soumis au barème, ou alors tout simplement agir sur le montant d'impôt dû. Bon, voilà sur cette belle mécanique qu'on peut enchaîner si on y arrive. C'est déjà beaucoup plus clair, Tatiana. On a dit qu'on allait s'intéresser à 2 catégories de produits ce soir, en commençant par le plan d'épargne retraite individuel. On a récemment fait un webinaire sur le sujet, moins justement sur l'aspect fiscalité. Est-ce que pour commencer, on pourrait revenir rappeler à qui il est destiné, ce PER1, et puis quel est son objectif au départ tel qu'il a été conçu? Oui. Alors tout à fait. Donc déjà, à qui c'est destiné le plan d'épargne retraite individuelle? Donc c'est destiné à toute personne physique majeure. Alors là, je dis majeure parce que vous vous souvenez, l'année dernière, donc le législateur avait indiqué que c'était plus possible d'ouvrir des plans d'épargne retraite à des mineurs. S'il y en a qui sont déjà ouverts, on ne peut pas verser non plus dessus. C'est pas possible. Il n'y a pas de conditions liées à la situation professionnelle. Donc si je suis sans emploi, salarié ou non salarié, je peux parfaitement ouvrir un plan d'épargne retraite individuelle. Pourquoi? Le plan d'épargne retraite, son nom, l'information, je dirais, est dans le nom du produit. Le nom dit bien ce qu'il décrit. L'objectif, c'est de se constituer un complément de revenu à la retraite. Donc là, premier point, complément de revenu à la retraite, ce qui veut dire que ça va être un produit qui va être bloqué jusqu'à la retraite. Donc je ne pourrai pas en sortir en amont. Alors, ce que je dis, ce n'est pas tout à fait vrai parce que voilà, vous avez des conditions de sortie. Donc, on avait 5 cas. C'est pour des cas de force majeure, donc décès, invalidité. Vous avez une nouveauté. Je vous ai dit, les pères et les mineurs, c'était fini. Par contre, si vous avez un enfant avec un père mineur, vous avez la possibilité de le clôturer. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Et vous avez toujours l'achat de la résidence principale qui est possible. Ouais. Le législateur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, donc, vous versez sur ce PER, c'est bloqué jusqu'à la retraite, mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'avoir un avantage fiscal. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'une déduction d'impôt, je l'ai dit tout à l'heure, sur les versements que vous faites. Vous avez, pour ça, le législateur a mis quand même
des petits warnings, il a mis des plafonds de déduction. C'est ce que vous disiez au début, Tout à fait. Des limites. Il y a toujours des limites. Donc les plafonds de déduction, il y en a deux. Il y a un plafond de déduction du revenu global. Alors, on va oublier ce terme, parce que revenu global, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est. Moi, je préfère le terme plafond de déduction universel. Universel veut dire ouvert à tous. J'ai un autre plafond de déduction qui est un plafond de déduction des revenus on a une slide catégoriels. sur le sujet qu'on peut peut-être montrer pour illustrer le propos de Tatiana. Merci beaucoup. Merci. Revenus catégoriels. Donc, moi, pareil, revenus catégoriels, on va oublier et on va parler de plafond de déduction Madelin. Donc, celui-ci, il est spécifique pour les travailleurs non salariés uniquement. D'accord ? Je vous ai dit qu'il y avait des montants. Qui vont dépendre du revenu professionnel imposable, mais pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée, si vous voulez utiliser, ou vous pouvez utiliser que celui-ci, le plafond universel, ça va de 4 399 jusqu'à 35 194. Si vous voulez avoir une idée de l'économie d'impôt que ça pourrait générer, parce que parfois, je peux verser 35 000 euros, mais qu'est-ce que ça représente exactement ? Donc l'économie d'impôt maximum, si vous êtes à une TMI à 41%, il fallait que je tranche, donc j'ai pris 41, ça vous fait 14 000 euros d'économie d'impôt. D'accord. Quand je suis sur le plafond universel, je peux aussi utiliser les plafonds des dernières années, des 3 dernières années, si je ne les ai pas utilisés. C'est tout à fait possible. Si je suis non salarié, donc j'ai le droit au plafond Madelin, c'est ce que je vous ai dit. Alors le plafond, le minimum, vous le voyez, il est un tout petit peu plus élevé, il est de 4 600 euros environ, et le maximum de 85 780 euros. Il est beaucoup plus élevé, tout à fait, pour les non salariés. Ce qui me donne, toujours pareil, pour pouvoir me donner une idée de l'économie d'impôt que ça me génère, avec une TMI à 41, ça me fait environ 35 000 euros d'économie d'impôt. Bon, on a déjà 2 questions qui tombent, ça intéresse beaucoup les clients qui nous regardent ce soir. Hervé nous demande justement, peut-on avoir des remboursements d'impôts avec le PER ? Non, avec le PER, on ne pourra pas avoir de remboursement d'impôts, parce qu'on l'a vu, donc ça va jouer sur avant le calcul. Alors, je pense que ça n'arrivera pas, mais dans le cas extrême, on pourrait se dire qu'il n'y a plus rien à soumettre au barème. Donc on arrivera à zéro, donc on n'aura pas de remboursement. Mais on peut annuler son impôt, comme ça, c'est une possibilité. Annuler, ça me paraît un petit peu difficile. Compliqué aussi. Et Aka nous demande, bonjour, j'ai une question concernant les PER. Justement, il me reste le plafond des années précédentes, c'est ce que vous venez d'évoquer, Tatiana. Comment les utiliser ? Comment ça fonctionne ? Oui. Alors, comment les utiliser ? Vous avez donc le plafond de l'année en cours et les 3 dernières années de plafond. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, on pourrait se dire que ça pourrait être plus simple de partir du plus ancien pour revenir au plus récent, mais le législateur ne l'a pas mis dans ce sens. C'est ça ? Alors, non, on va voir, pas tout à fait. Ah, ça aurait été encore trop simple. C'est ça. Donc, en fait, on prend le plafond de l'année en cours et on remonte au plus ancien et on revient. D'accord. Donc, c'est le plafond de l'année en cours, le plus ancien et on remonte après comme ça. Donc, ce qui veut dire que si vous versez dans la limite du plafond de cette année, le plafond le plus ancien, l'année prochaine, il disparaît. Bon, très clair pour ces 2 réponses. Et là, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a un endroit où on le retrouve facilement, ce plafond de déductibilité, pour bien savoir ce qu'on peut faire ou pas, justement ? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait, vous allez voir pour le plafond universel, mais pas forcément pour le plafond Madelin. Alors, pour le plafond universel, c'est assez simple. Vous prenez l'avis d'imposition que vous avez eu là, cette année, donc l'impôt sur les revenus 2023, donc l'avis établi là en 2024. Vous allez vers les dernières pages et vous allez retrouver vos plafonds de déduction. Bon. Ce qu'il faut savoir, ce que je vous ai parlé, qu'on pouvait utiliser les plafonds des dernières années, mais on peut aussi mutualiser son plafond. Donc, si on est marié ou si on est pacsé. Un plus en plus, un avertissement, oui, tout à fait, une précaution. Il faut penser à cocher une case si vous voulez mutualiser vos plafonds l'année prochaine quand vous ferez votre déclaration d'impôt. Ça, c'est important. Sinon, l'effet souhaité ne sera pas dans la déclaration de revenus. Dans la déclaration de revenus. D'accord, pour mutualiser. Vous l'avez dit, il y a la question des plafonds et il y a aussi la question de bien mesurer l'impact d'un versement sur son impôt. Est-ce qu'on peut schématiser un petit peu ça pour bien comprendre comment ça se passe ? Alors oui, tout à fait. On peut schématiser. Juste pour
compléter ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai parlé du plafond universel et malheureusement, peut-être qu'il y a des non-salariés qui nous écoutent et ils se demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver leur plafond. Ah oui. Là, il faut qu'ils se rapprochent de leur expert comptable pour le calculer. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de document qui l'indique. Je ne peux pas donner un document pour qu'ils puissent le retrouver. Donc, il faut se rapprocher de l'expert comptable. D'accord, donc c'est ce que vous disiez, c'est malheureusement un petit peu plus compliqué. Oui, tout à fait. Bon, et alors sur cet impact, alors pour qu'on comprenne bien un petit peu, voilà, je fais des versements, comment ça va impacter mon imposition ? Oui, alors si je fais des versements, pour savoir comment ça va impacter mon imposition, on a un moyen assez rapide qui donne un ordre d'idée. Vous multipliez votre taux d'imposition par le montant versé. Donc si je suis dans un taux à 11%, je fais 11 fois, si j'ai versé 10 000, fois 10 000, ce qui va me faire 1 100 €. Et ainsi de suite. Donc, vous multipliez le taux par le montant versé. Donc 10 000, 30, 3 000, 10 000, 41, 4 100, etc. Bon, voilà pour cette simulation. On peut se dire aussi, finalement, on a un petit peu les différentes informations sur le PER, et on peut se dire, non, mais bon, finalement, il y a d'autres produits d'investissement qui existent. Les gens ont peut-être lu des articles dans la presse qui relativisaient l'intérêt du PER pour préparer sa retraite. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour, peut-être pas les convaincre, mais en tout cas les informer que c'est un produit quand même bien adapté à cette vocation de justement préparer sa retraite ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, le plan d'épargne retraite individuel, c'est un produit qui est adapté pour préparer sa retraite, j'ai envie de dire, parce que l'État nous aide à financer ce complément de revenu à la retraite. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, il y a cet avantage fiscal dont on peut bénéficier si on le souhaite. Donc si je reprends un exemple, donc j'ai versé 10 000 €, ce qui me fait en effort d'épargne 5 900 €. Pourquoi je dis que mon effort d'épargne réel, ce que je vais sortir de ma poche en réel est de 5 900 €, c'est parce que j'ai cette déduction d'impôt, cette économie d'impôt que le législateur permet si je verse sur le PER. Donc en gros, ce qu'il me dit, c'est soit c'est 4 100 €, vous me les donnez. Dans ces cas-là, ce n'est pas placé. Soit vous les mettez, je vous permets d'avoir une déduction d'impôt, et vous les mettez sur le PER, et vous allez pouvoir les faire fructifier. Donc là, si je reprends mon exemple, pour 5 900 € de sortie de ma poche, je vais avoir une épargne acquise de 21 900 €. Ouais, donc effectivement, on voit tout de suite que c'est très intéressant. Voilà pour ces explications sur la fiscalité du PER. Bien sûr, si tout n'est pas clair, posez vos questions, on dirige, j'en vois qui continue à tomber, et on y répondra. On va s'intéresser maintenant avec vous, Thomas, sur le PER en lui-même, et surtout le PER Bourse-Banque, qui, faut-il le rappeler, s'appelle Matelas. Bien sûr, le Perrin Matelas, donc, pour corroborer un petit peu les propos de Tatiana, donc le Perrin Matelas, il s'alimente notamment à l'adhésion par des versements, et donc des versements potentiellement déductibles de l'imposition sur le revenu, ou pas nécessairement si vous avez déjà atteint votre plafond, mais également par des transferts. C'est la volonté de ce plan épargne retraite individuel. Il a été créé par la loi Pacte en 2019, et le but, en fait, c'est de simplifier les plans épargne retraite existants. Donc, en fait, il vous permet, par le biais du transfert, de rapatrier des anciens plans épargne retraite peut-être un petit peu caduques et dont la gestion peut être un petit peu plus complexe au sein de ce plan épargne retraite individuel et donc au sein de notre plan Matelas. Et donc nous avons aussi un parcours qui permet d'effectuer ces transferts à 100% en ligne et également le parcours d'adhésion au contrat donc, qui est à 100% en ligne sur le site de Boursorama. Également, pour les nouveautés du plan épargne retraite individuel, donc contrairement à certains anciens plans épargne retraite, on a la possibilité de sortir en capital ou en rente et en fraction du capital, donc ce qui est un avantage conséquent pour le plan épargne retraite individuel. De plus, la petite nouveauté du plan épargne retraite individuel, c'est la possibilité de sortir en cours de vie du contrat en cas d'achat de la résidence principale, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des anciens dispositifs. Et enfin, donc, pour faire un petit point sur le Perrin Matelas en tant que tel, vous avez la possibilité donc, d'adhérer au contrat et d'effectuer des versements jusqu'au 26 décembre si vous souhaitez bénéficier de déductions pour l'assiette fiscale des revenus 2024. Et je crois qu'on a mis l'info sur la slide, Thomas, que si on veut retrouver les anciens dispositifs de retraite, c'est ça, on peut les retrouver sur Info Retraite pour... peut-être des fois, on va découvrir d'ailleurs des choses, des produits qui ont été ouverts, on ne sait plus trop bien, et c'est là où on peut faire un petit peu le point. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est mon cas. Moi, j'ai pu retrouver un ancien plan épargne retraite collectif d'entreprise sur Info Retraite. Munissez-vous simplement de votre numéro de sécurité sociale.
ou de vos identifiants France Connect également, et vous pouvez retracer tous les plans épargne entreprise ou retraite qui vous ont été attribués sur votre numéro de sécurité sociale. Bon, qui sait, faites-le, vous allez peut-être avoir de bonnes surprises ce soir en retrouvant un plan qui n'attend que vous. Si on revient sur Matelas, Thomas, on peut dire aussi que, comme d'habitude, chez Boursorama, on a essayé de faire tout doux côté frais et accessibilité pour le produit. Oui, effectivement, Laurent, c'est d'ailleurs la recette Boursobank, entre guillemets, c'est qu'on essaye de faire des parcours 100% en ligne avec le moins de frais possible, donc que ce soit à l'adhésion et durant la vie du contrat également. Donc on a un versement initial de 150 €, ce qui est relativement accessible, mais également ensuite vous pouvez procéder à des versements réguliers à partir de 50 € et selon la périodicité qui vous convient le plus. Bon, ça c'est sur l'accessibilité, c'est pas facile à dire. Pas si accessible finalement. Mais il y a aussi une slide qu'on aime bien, c'est la slide des tout zéro ou presque sur les frais justement. Et oui, et pour compléter ça, tout à fait effectivement, donc je le disais, durant la vie du contrat, sur le Perrin, on essaye d'avoir le moins de frais possible, donc c'est le cas pour les frais d'entrée, de versement, d'arbitrage aussi en gestion libre. Attention, les frais de sortie du produit et d'arrérage, donc là on est sur la rente, il n'y a pas de frais supplémentaires ponctionnés sur les rentes à la sortie du produit chez Boursobank. Et enfin, les frais de gestion, donc là sur les gestions pilotées, mais j'y reviendrai dans un second temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la gestion pilotée. Bon, d'accord, écoute, très bien. En tout cas, la question que peuvent se poser les clients qui nous regardent ce soir, ok, très bien, je suis un peu convaincu sur l'aspect fiscal, sur le mécanisme du PER. Est-ce qu'on est, Tatiana l'a déjà un petit peu expliqué, tous concernés, est-ce que c'est un produit qui est pertinent pour le plus grand nombre finalement ? Bien sûr, effectivement, le Perrin Matelas, il est accessible donc à des travailleurs non salariés, des salariés, des personnes sans activité, pour la seule condition qu'elles soient majeures. Mais en fait, on a cette volonté de distribuer un maximum le Perrin Matelas. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un exemple sur la slide suivante. Qui va s'afficher. Merci à vous. Voilà, donc là, on prend un exemple concret. Donc Léa, 45 ans, qui est salariée. Vous pouvez le voir à l'écran, donc son revenu imposable est imputé des 10% donc, d'abattement forfaitaire qui s'applique à tous les salariés, à tous les revenus salariés. Donc son TMI est de 30%, vous pouvez le voir à gauche, vous avez les différents barèmes d'imposition. Et enfin, donc, le maximum que Léa peut déduire de ses impôts correspond à 10% donc, de son revenu imposable. Ici, c'est 7 200 €. Et on voit tout de suite l'impact de cette déduction sur son assiette dans un premier temps qui tombe à 64 800 €. Et enfin, sur son revenu, sur son imposition effective sur le revenu, on voit qu'elle a réalisé une économie de 2 160 €. Donc voilà un exemple concret d'un client qui a pu bénéficier des dispositifs du Perrin Matelas. Bon, important de rappeler, en plus que d'être très peu chargé en frais, Matelas, il offre plusieurs options de gestion. Vous vouliez nous en parler pour coller au mieux aux besoins de nos clients, c'est le moment. Oui, tout à fait, Laurent, avec quelques annonces par ailleurs. Donc on a deux modes de gestion principaux pour ce Perrin Matelas. Une gestion pilotée, donc si vous souhaitez déléguer la gestion, plutôt la déléguer à un professionnel de l'investissement comme BlackRock et depuis peu également Eurazeo sur la partie non cotée, où là en fait il y a 3 profils et on établit en fait à l'entrée en relation quand vous réalisez votre souscription du Perrin Matelas, on va vous poser un certain nombre de questions qui derrière vont nous permettre d'établir avec vous un profil prudent, équilibré ou dynamique selon votre appétence au risque, votre horizon de placement, vos souhaits aussi pour la gestion de ce contrat, avec principalement pour la gestion pilotée, donc des ETF, j'y reviendrai sur ce qu'est un ETF ensuite, et également depuis peu du private equity, donc quelque peu de non-coté dans ces contrats-là, et j'y reviendrai par la suite, mais aussi également si vous ne souhaitez pas suivre notre conseil pour la gestion pilotée, vous avez tout à fait le choix d'opter pour la gestion libre avec actuellement 60 supports en unité de compte, donc sur des supports variés, des fonds, des ETF, de l'immobilier. Depuis peu, des SCPI en gestion libre sont disponibles dans le contrat et on va également aussi augmenter ce nombre d'unités de compte en espérant potentiellement passer les 100 unités de compte
d'ici 2025. Bon, et si ça vous a semblé un petit peu compliqué, private equity, la gestion pilotée, on a fait un webinaire dédié sur le sujet il y a quelques semaines dont vous pouvez retrouver le replay en ligne. D'ailleurs, me demandait, est-ce qu'il y aura un replay de ce webinaire-ci? Eh bien oui, ne vous inquiétez pas, il y en aura un et on espère maintenant, on s'est mis un défi de le mettre au bout d'une semaine, donc j'espère qu'on remportera ce défi. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est bien beau toutes ces options de gestion, mais est-ce que ça performe, Thomas? Bah oui, c'est important quand même. Ça performe, oui. et plutôt 2 fois qu'une, puisqu'on voit que même sur un profil relativement prudent, plutôt exposé à des obligations ou à des supports un petit peu plus conservateurs, on arrive quand même à des performances qui se rapprochent donc, des 10% en 2023 pour le prudent, quasiment avec 9,83, presque 12% en 2024, et sur des profils plus dynamiques, là on voit une performance aussi relativement exponentielle, bien sûr, toute proportion gardée, puisque les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ne présagent en rien des performances C'était futures. le petit moment disclaimer. Mais également, il faut aussi saluer le travail de notre partenaire assureur, puisqu'on a aussi un fonds euro donc, qui est performant et qui a versé 3,5% en 2023 et qui d'ailleurs vous réserve un taux boosté sur les versements de l'année 2024 si vous optez pour la gestion libre avec aussi une exposition en unité de compte. Bon, on va regarder forcément comment souscrire, mais il y a quand même pas mal de questions qui sont en train de tomber, donc on va essayer déjà de répondre à un certain nombre. Déjà, Gigi nous demande, peut-on avoir plusieurs PER ? Oui, vous pouvez légalement avoir plusieurs PER dans plusieurs organismes différents. Mais le but, je le rappelle, c'est aussi d'avoir un PER individuel pour en simplifier la gestion et aussi centraliser tout cela chez Boursorama et profiter de toutes nos options de gestion. Comme on dit parfois, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire forcément. Mais en tout cas, c'est une possibilité qui est ouverte. Amandine nous demande, pouvons-nous transférer un PERCO sur le PER ? Oui, vous pouvez. Et vous pouvez d'ailleurs par le parcours 100% en ligne que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous aurez donc dans votre parcours, vous avez besoin de 3 informations clés. Le numéro du contrat, la société d'assurance donc, qui est productrice et détentrice de ce contrat d'assurance, mais également le type de contrat. Donc là, en l'occurrence, c'est un PERCO, je crois, Laurent. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, donc un PERCO. Et si vous souhaitez retrouver toutes ces informations au cas où elles sont manquantes, vous pouvez effectivement vous référer au site Info Retraite. Vous retrouverez toutes ces informations. Dont on a parlé. Elsie se demande, nouvellement au chômage, puis-je continuer à alimenter mon PER ? Bien sûr, effectivement. Et au chômage, il y a aussi encore des déclarations à effectuer sur l'IR. Donc il y a toutes les chances... Et en tout cas, on recommande de le faire. Patrick nous demande, ça tombe, attention, nos clients sont particulièrement à l'écoute. Patrick, quel est le montant minimum en versement libre ? Alors en versement libre, c'est à partir de 50 € par unité de compte sur le versement libre. Bon, et je vais terminer pour cette session, ne vous inquiétez pas, je vois toutes celles qui continuent à tomber, mais on va poursuivre un petit peu. Olivier nous demande, bonjour, j'ai ouvert un PER chez vous, je veux transférer les sommes qui sont sur mon ancien Madelin, plus de versement depuis 10 ans, je dois faire la démarche à partir de mon espace Bourse-Banque, d'après ce que dit Thomas. Est-ce qu'il a bien compris, Olivier ? Oui, tout à fait, Olivier, il a bien compris, il suffit d'ouvrir son PER et une fois le PER ouvert, le parcours de transfert est accessible et Olivier peut rapatrier donc, ses anciens dispositifs sur son PER Matelas. Bon, allez, n'hésitez pas à continuer. Vous avez vu, Thomas, il est chaud là maintenant, donc on va pouvoir lui poser toutes les questions ce soir. Et la prochaine, c'est bien sûr comment on peut souscrire à ce PER Matelas sur Bourse-Banque. Comment souscrire ? Donc la première étape, elle est assez simple. Vous saisissez vos informations personnelles, cela va de soi. Ensuite vient le moment du fameux questionnaire. Donc là, où on va vous donner une recommandation chez Boursorama. On va établir avec vous votre horizon de placement dans le temps, votre appétence au risque, votre patrimoine aussi. Et avec toutes ces informations, on va être en mesure de vous fournir un conseil que vous pourrez suivre ou ne pas suivre pour l'adhésion au contrat. Et ensuite, vous pourrez donc choisir votre profil de gestion et enfin effectuer votre versement. Ensuite, il me semble que Oradea, notre partenaire, s'engage à vous répondre dans un délai de 48 heures. Et sous 15 jours, vous verrez votre PER Matelas dans votre espace client Bourse-Banque si l'adhésion est finalisée. Bon, Monique me demande, est-ce qu'on peut changer de mode de gestion ? Vous pouvez tout à fait changer de mode de gestion en cours de vie sur le PER Matelas et le parcours est encore une fois 100% disponible en ligne et net de frais, donc à partir de 0 €, cela va de soi. Bon, voilà. C'est super, Thomas.
pourtant, je sais pas, je reste un peu sur ma faim. Il n'y a pas autre chose que vous auriez à m'expliquer sur le C'est PER vrai. ou à me Alors, dire? j'ai peut-être une surprise pour vous. Alors, en ce moment, on a donc une offre sur le Perrin Matelas. Ah, c'est ça que j'attends. Et on a pensé à tous nos clients, puisqu'en fait, on a une offre donc, pour les non-détenteurs du Perrin Matelas. On offre, il me semble, 200 € à l'adhésion pour des versements donc, entre 3 000 et 7 000 €, 300 € entre 7 000 et 9 999 €. C'est précis. Et à partir de 10 000 €, vous avez la martingale, puisqu'on offre 400 € pour l'adhésion au contrat. Et pour nos clients détenteurs, c'est 100 € offerts pour un versement à partir de 3 000 €. Bon, il y a des codes. Père Noël 24, je les vois. Et sinon, c'est Matelas VL24 de toute façon. Voilà. Et vous retrouverez ces codes dans vos espaces clients Boursorama. Voilà, donc pas de panique. En tout cas, on peut laisser la slide encore un petit peu si nos clients peuvent avoir le temps du coup de regarder. Voilà pour cette partie PER. Encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a toujours des questions, elle se stocke là, pas d'inquiétude. Mais il faut qu'on parle maintenant des FIP FCPI. C'est surtout pour vous, Mathieu, le moment de nous expliquer ce que c'est que des FIP FCPI. Oui, allez. Avec plaisir. Donc on passe sur un autre dispositif. Oui. Donc, comme Tatiana l'a très bien expliqué, on va parler de réduction d'impôts. Donc derrière ces acronymes de FIP FCPI, qu'est-ce qu'on entend? Donc déjà, c'est pas un dispositif nouveau. Les FIP FCPI ont été créés pour les FCPI en 1997. Et les FIP sont arrivés un petit peu après, en 2003. Et finalement, un FIP FCPI, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement avant tout. Donc je crois que le terme fonds d'investissement est suffisamment explicite. Ce sont des fonds qui sont soumis à agrément par ce qu'on appelle l'autorité des marchés financiers, qui régule les activités de fonds en France, et qui sont gérés par une société de gestion, on appelle ça une société de gestion, qui elle-même donc, est soumise à agrément de l'autorité des marchés financiers. Ils appartiennent, ces deux gentils fonds, on va les décrire un peu plus précisément après, à une catégorie qui est de plus en plus, elle pour le coup, répandue. On parle souvent de plus en plus de ce qu'on appelle le capital investissement. Donc les FIP FCPI sont des fonds dits de capital investissement. Qu'est-ce que c'est que le capital investissement? Donc c'est la vocation à prendre participation au capital d'une entreprise. Cette prise de participation est temporaire, elle est le plus souvent minoritaire dans l'objectif d'accompagner un projet d'entreprise, ce qui peut être à tous les niveaux de maturité de cette entreprise. On reviendra peut-être un peu plus précisément sur le terme maturité. La particularité de ces entreprises qu'on va retrouver dans ces fonds dits de capital investissement, auxquels les FIP FCPI appartiennent, c'est que pour la plupart, les sociétés qui composeront ces fonds ne seront pas cotées en bourse. Donc on n'est pas en train de parler d'actifs qui sont cotés. Pour un investisseur, si je me mets dans la peau de l'investisseur que je suis, un FCPI, c'est quoi? C'est diversifier ses placements avec, petite cerise sur le gâteau, la possibilité, pour rester dans le thème du jour, eh bien, d'avoir une petite défiscalisation qui correspond au montant que je vais souscrire. Donc il y a deux catégories dont on a parlé de FIP et de FCPI, donc décrivons-les. Oui. Un FIP, c'est un fonds d'investissement de proximité, voilà. Donc le terme n'est pas forcément super parlant. Oui. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir une ambiance dite géographique, c'est-à-dire de cibler le financement d'entreprises dans des régions, dans des zones géographiques bien spécifiques. Le FCPI, l'autre modèle, qu'on appelle donc fonds commun de placement dans l'innovation, où là, l'idée, c'est le même principe. On va viser des entreprises pour en prendre des participations temporaires et minoritaires, mais cette fois-ci, là, le nom du fonds un peu plus parlant, c'est de viser des entreprises qui ont une capacité à innover dans leur métier. Bon, voilà pour la présentation de ces deux types de fonds. Et comme j'ai très bien écouté Tatiana, je sais que quand il y a un avantage fiscal, il y a souvent un plafond. Comment ça marche pour les FIP et les FCPI? Oui, alors déjà moi je reprends votre introduction. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment autour du fiscal. Donc ce qu'on va se dire là est valable. Oui. Voilà. Donc c'est valable cette année, c'est acquis. Donc rassurez-vous, parce qu'on a souvent la question, c'est la période. Est-ce que je souscris Ça va être remis en cause, etc. Donc déjà premier point, rassurez-vous, on est sur quelque chose d'un tout petit peu stable. Et il faut savoir
savoir Précision importante. s'en réjouir par les temps qui courent. Le deuxième sujet qui est hyper important, et Tatiana l'a très très bien expliqué, là on va travailler sur la finalité, c'est-à-dire je me retrouve avec un montant à payer aux impôts, donc de X, et donc là je vais pouvoir, par le jeu de la souscription, réduire, on appelle la réduction, donc ce montant à payer. Donc là-dessus, vous avez des taux, donc c'est un principe quasi communiste, c'est-à-dire que je reprends le profil de Léa, l'investisseur tout à l'heure sur le PER, alors tout le monde n'a pas une TMI à 30, donc on peut aussi avoir droit donc, à un taux, donc là c'est le même taux de réduction pour tout le monde. D'accord. Donc très concrètement, sur les FIP, en tout cas ceux qui vont concerner Vatel Capital, on est sur une réduction d'impôt de 30% du montant souscrit. Donc on a les chiffres ici, donc qui s'affichent. Sur on peut peut-être avoir la slide plein pot d'ailleurs. Merci beaucoup à la régie. C'est la bonne slide. On est sur la bonne slide. Donc 30% pour du montant souscrit, donc pour un FIP Corse. Je vais revenir un peu sur cette notion-là. Sur le FCPI, donc il y a eu une petite dégradation. Baissé, dites-nous tout. On était à 25% l'année dernière, et donc on est tombé à 18 cette année. Donc alors malgré tout, ça reste plutôt sympa. Et puis les niches fiscales disparaissant les unes après les autres, j'ai presque envie de dire, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis, petite cerise sur le gâteau vis-à-vis de la défiscalisation, c'est intéressant, c'est que lorsque ces fonds vont se rembourser, la plus-value ne sera pas frappée de la fameuse flat tax qui existe encore aujourd'hui. C'est uniquement les prélèvements sociaux qui vont venir frapper la plus-value. Donc 17,2%. Exactement. Aujourd'hui 17,2%. Donc il y a ce petit supplément d'âme à la sortie aussi. Donc ce qui va maximiser finalement mon résultat net d'impôt puisque même ma sortie sera peu taxée. Il y a des plafonds, donc bien attention, et des risques. Les plafonds, ils sont spécifiques au FIP FCPI et c'est combinable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jumeler FIP FCPI pour marier un peu les saveurs puisque les thématiques d'investissement, vous l'avez compris, sont différentes. Les plafonds sont de 12 000 € pour une imposition, une personne seule, pour ça comme ça, qui fait sa déclaration seule. Et lorsqu'on est dans une déclaration commune, on peut monter jusqu'à 24 000 €. Ça, c'est les plafonds de souscription cumulables. Il y a également un autre plafond, Tatiana l'évoquait tout à l'heure très bien, dans la mécanique de réduction d'impôt. On ne peut pas réduire plus de 10 000 € de son impôt. Et attention, parce que faites bien votre calcul, puisque vous ne pourrez pas récupérer sur l'exercice suivant ou obtenir un crédit d'impôt, puisque ça ne rentre pas dans ce système. Voilà, donc on est vraiment sur la réduction d'impôt. Donc il faut être imposé déjà pour se regarder ces éléments-là. Ensuite, il y a des risques. Déjà, vous vous embarquez dans ce qu'on appelle une période de blocage. C'est pas hyper vendeur, mais c'est ce qui se passe. Sur un FCPI, c'est 6 ans fixes sans prorogation. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Si vous avez besoin de votre argent, vous ne pourrez pas le retirer. Donc, d'où le terme investissement de diversification. Il ne faut pas mettre tout sur le 36. Pourquoi, Mathieu, les gens qui nous regardent, pourquoi c'est bloqué ? En fait. Alors, c'est bloqué parce qu'à l'intérieur, on va prendre des participations dans des entreprises donc dites non cotées. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. L'idée de cette prise de participation, c'est de faire grandir cette entreprise, de lui permettre de réaliser en fait une thèse de développement, une thèse de croissance qu'elle est venue nous présenter. Mais donc, on y adhère ou pas, mais c'est là où on va faire l'investissement. Et donc, l'objectif va être de faire en sorte que cette prise de participation à un instant T, s'apprécie dans le temps pour que, in fine, on puisse rendre le capital aux investisseurs et avec, si possible, un effet positif sur la performance. C'est typiquement ça. Et pour réaliser cette thèse-là, il nous faut du temps long. On a besoin face à nous, moi je dis souvent, le temps de l'entreprise, c'est pas celui de la bourse, qui fluctue quasiment, même plus que tous les jours, à l'instant T. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans un temps long de l'investissement et donc on a besoin d'un petit peu plus de recul pour pouvoir se positionner et donc faire fructifier cette épargne. Donc on est sur 6 ans donc fixe sans prorogation pour les FCPI et on est sur 7 à 9 ans sur la partie FIP. On peut dire 6 ans pour la partie FCPI, c'est plutôt court. Oui, c'est un des FCPI les plus courts effectivement du marché, absolument. Voilà. Donc après, il y a évidemment risque sur le capital, puisque là on est en train de parler de placement au capital d'entreprise, donc on ne sait pas garantir ce type d'investissement. Une question justement de Jean-Alain qui nous dit en termes de risque, quelle différence entre les FIP et les FCPI ? De plus, les FIP sont-ils prorogeables pour obtenir une meilleure valorisation ? Donc existe-t-il un horizon de sortie variable ?
Alors, donc déjà sur le profil de performance, là pour le coup, on est sur des thématiques qui sont assez distinctes, puisque d'un côté, on va financer des entreprises plutôt innovantes, de l'autre côté, on va financer des entreprises, alors pour ce qui est de notre cas, en Corse, puisqu'on est spécialiste de l'investissement. On va en parler, sur la tout à fait. FIP. Donc j'ai envie de dire, c'est plus c'est pas tellement le risque qu'on va retrouver sur l'un ou sur l'autre de manière plus marquée. Le risque est à peu près similaire. En revanche, je dirais que c'est plus votre appétence à vous dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, par le jeu de mon épargne et donc la défiscalisation, est-ce que je vais pouvoir maximiser ma réduction d'impôt avec les 30% sur le FIP et d'aller financer des entreprises de l'île de beauté, ou est-ce que j'ai plutôt une sensibilité à l'innovation, ou les deux, puisque comme je disais tout à l'heure, on peut tout à fait marier les deux. Bon, ça y est, vous m'avez fait rêver avec l'île de beauté. Du coup, j'ai envie de savoir les deux fonds qui sont disponibles dans l'offre Boursorama. Et bien, on a cette année donc 2 fonds disponibles déjà aujourd'hui jusqu'au 31. Au 31, je confirme. 31, voilà, je crois que Thomas y reviendra tout à l'heure. Donc, un FCPI qui s'appelle Dividende Plus. Cette année, c'est le numéro 12. On a vocation donc à investir dans des PME françaises innovantes. J'insiste bien sur le PME française, puisque chez Vatel Capital, on a plutôt vocation à accompagner des entreprises dans le monde français, dans l'univers, dans l'écosystème français, donc industriel, énergie nouvelle, ça va être de la santé, un peu de tourisme également. Donc on a vraiment un certain nombre de pans de l'économie qui sont visés, et on parle souvent de réindustrialisation de la France. On a la capacité déjà, par le jeu de son épargne, à agir. Durée de blocage de 6 ans, donc ça je l'ai déjà évoqué, avec un mix à l'intérieur, actions et obligations convertibles. Je ne vais pas forcément me pencher là-dessus, mais on n'est pas full action. On les a détaillés dans des numéros de tendance de fonds que vous pouvez retrouver sur le portail si vous voulez en savoir un petit peu plus, même si Mathieu vous allez nous expliquer, mais en tout cas vous avez l'explication vidéo, pareil, sur la rubrique tendance de fonds, sur la rubrique vidéo, vous retrouverez une vidéo dédiée à chaque fonds. Je vous en prie. Chaque fonds, exactement. Et donc sur la partie FIP Core, donc le deuxième fonds disponible qui s'appelle Calisté Capital numéro 17. Pour ceux qui aiment bien l'histoire, Calisté, c'est le nom antique de l'île de Beauté. D'accord. Donc on n'a pas fait ça par hasard. Et donc le FIP Calisté, lui, sa contrainte quelque part va être de cibler des entreprises dont le siège social est en Corse. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas hors de Corse, ailleurs, c'est pas mon propos, mais elles doivent avoir donc leur siège social en Corse. Là, on est sur une durée un petit peu plus longue, on est sur 7 à 9 ans, puisque les cycles de sortie sont un petit peu plus longs sur l'île de Beauté, et donc on a calibré le fonds dans ce sens-là. Bon, on va rentrer dans le détail, on le disait, on va peut-être commencer justement par le FCPI, tiens. Oui. Alors, il y a une question qui peut se poser, c'est très bien, je souscris, j'adhère au sujet, au projet, j'ai ma défiscalisation, c'est une chose, mais combien je vais gagner, tiens. Ça peut être sympa d'avoir cette question-là. C'est une question super intéressante. C'est une question intéressante quand on place de l'argent. Donc déjà, je le rappelle, c'est hyper important, vous ne pouvez pas disposer de votre argent pendant 6 ans sur le FCPI. Donc vraiment, calibrez ça, vraiment prenez-le en considération, parce que vous n'avez pas la possibilité de sortir. Donc il ne faut pas mettre des sommes démesurées dans ce fonds-là. Du reste, c'est accessible à partir de 1 000 €. Donc voilà. Vous l'avez dit, diversification. Une diversification. Le deuxième sujet, donc je l'évoquais, donc pas d'impôt sur les plus-values à la sortie. Donc ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui est plutôt sympa. Et quand on fait un petit peu de regard dans le rétroviseur, même s'il faut y aller avec beaucoup de prudence, nous, Vatel Capital, on intervient dans cet univers-là depuis maintenant 16 ans. Donc on a remboursé des fonds, très concrètement, aux investisseurs. Pour ce qui est des FCPI, c'est ce qui est écrit sur le slide, on a aujourd'hui remboursé 11 fonds. Donc on n'est pas en train de parler d'un fantasme, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est du concret. On a remboursé 11 fonds aux investisseurs. Sur ces 11 fonds, 10 ont été remboursés en plus-value, hors avantage fiscal. Et on vous a fait le calcul, si vous aviez souscrit à tous les véhicules qui ont été remboursés, la performance finale avec avantage fiscal est de 37,5%, et la performance finale hors avantage fiscal serait de 11,04%. Donc ce n'est pas un mauvais placement d'aller placer en diversification un peu de ces deniers sur la partie FCPI. Bon, sur ce FCPI, Dividende Plus numéro 12, et parlons justement de ce FIP Calisté Capital numéro 17.
Exactement, 17e du nom, donc ça c'est notre vaisseau amiral. Belle dynastie. Voilà, c'est ça, qui fonctionne très très bien. Il y a encore beaucoup de projets sur l'île de Beauté, notamment dans l'univers du tourisme. C'est vrai que cette question pourrait arriver, c'est en termes de thématique d'investissement, l'univers corse c'est quand même empreint de tourisme. Ouais. Donc ce que vous allez retrouver à l'intérieur d'un FIP de ce type-là, un type Caliste Capital numéro 17, seront des établissements touristiques que nous allons souvent réhabiliter. On est très très peu dans le défrichage des côtes. Les Corses sont très protectionnistes de leur littoral. Il y a des lois littorales aussi qui s'imposent à eux. Donc on va plutôt réhabiliter. Ça va être des hôtels, des résidences vacances que l'on va réhabiliter. On a des très jolis exemples aujourd'hui de réalisation. On est sur une durée de 9 ans maximum, donc 7 à 9 ans. Ça, c'est du max. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure de la personne qui nous regardait, donc, on ne peut pas aller au-delà de cette durée-là. Et nous, on y tient parce qu'on part du principe que restituer l'argent à l'investisseur, c'est aussi vertueux, ne serait-ce que pour qu'il puisse, déjà qu'on remplisse notre part du contrat. Bien sûr. C'est la moindre des choses. Oui. Et puis qu'il puisse derrière réinvestir, puisqu'une bonne stratégie sur ce type de fonds, c'est effectivement d'investir chaque année, ce qui fera qu'à un moment donné, en fait, les remboursements qui tomberont automatiquement, et on l'a cette année, on a un certain nombre de remboursements, de clients Boursobank remboursés, vont payer ma déficit d'après-demain. Ouais. Exactement. Donc il y a un cercle vertueux à mettre en place autour de ces fonds-là. Donc même mécanisme, pas d'impôt à la sortie s'il y a de la plus-value. Donc sur les fonds qu'on a remboursés en FIP, on en a remboursé un petit peu moins parce que les fonds sont un peu plus longs. Donc on a remboursé 6 fonds aujourd'hui. En perf avec avantage fiscal, c'est la même chose que sur les FCPI, c'est le même taux, donc 37,5. Et hors avantage fiscal, c'est un petit peu moins sympa, on est à moins 2%. Voilà, il faut dire ce qui est, c'est notre réalité, donc on l'a dit. Mais malgré tout, avec l'avantage fiscal, ça reste quand même quelque chose de plutôt sympathique. Bon, vous l'avez évoqué, mais Bart nous repose la question, quel est le délai pour souscrire à un FCPI? Peut-on encore le faire d'ici la fin de l'année? Exactement, donc c'est d'ores et déjà ouvert. Beaucoup de clients Boursobank sont déjà passés à l'action. Oui. Et vous pouvez le faire jusqu'au 31/12 pour impacter vos revenus de l'année en cours 2024. Impactons. Nicolas nous demande, on ne peut souscrire que 12 000 € sur un FCPI, c'est bien ça? C'est ça, 12 000 € quand on est une personne qui déclare seule. Lorsqu'on est un couple marié ou pacsé, on peut monter à 24 000. Bon. Mais on peut également verser 12 000 € sur un FIP en parallèle du FCPI. Exactement. Alors, très bien. Et là, les gens qui nous arrivent se disent, bon, super, les FIP FCPI, pourquoi finalement je devrais les acheter chez Boursobank? Alors, je vous pose la question, Thomas. Alors, je vais y revenir. Il y a toujours cette fameuse méthode Boursobank. Pour revenir aussi sur notre partenaire, donc au travers de Bourso Markets, on a choisi pour chaque classe d'actifs qui intéresse les clients de Boursobank un partenaire privilégié. Donc sur la partie des FIP FCPI, c'est le cas avec Vatel Capital, où on a un certain nombre de fonds qu'on a distribués depuis maintenant plus de 10 ans pour ce qui est de Vatel Capital, qui sont remboursés chaque année chez Boursorama. Et donc on a noué ce partenariat aussi dans le but de proposer à nos clients Boursobank des FIP FCPI Vatel Capital à partir de 0 €. Et donc, pourquoi investir dans des FIP FCPI chez Boursobank avec Vatel Capital? Premièrement, Mathieu l'a très bien expliqué précédemment, mais on permet aussi de se décorréler quelque part des marchés financiers. Je parlais tout à l'heure des ETF qui sont des fonds cotés en bourse. Là, on est plutôt sur l'économie réelle, notamment les PME françaises, avec de l'économie locale en Corse, mais aussi de l'innovation en France métropolitaine. Donc déjà, c'est une première raison. Ensuite, bien sûr, l'avantage fiscal, des durées maîtrisées et une gestion maîtrisée, donc avec des fonds qui ont une échéance de 6 ans pour les FCPI, une accessibilité des 1 000 €, un parcours de souscription 100% en ligne. Et là, je tiens à faire un petit laïus, puisque pour pouvoir réaliser le parcours de souscription des FIP FCPI, il vous faut détenir un compte titre ordinaire, qui est le compte... l'enveloppe d'investissement, si vous voulez, le compte le plus basique pour acheter des parts de fonds ou de produits financiers. Et donc, ce compte ordinaire, pour y souscrire, c'est un parcours très rapide, c'est un parcours flash qui vous demande quelques informations. Aucunement besoin de faire un versement à l'ouverture, c'est quelques clics. Et à partir de là, donc, vous pouvez réaliser votre parcours de souscription FIP FCPI 100% en ligne.
Je peux le faire, mais comment est-ce que j'y accède, Thomas? Alors, comment y accéder? Faites-nous le guide touristique. Tiens. Alors, je vous fais le guide touristique. Mathieu m'a parlé de l'île de Beauté, ça y est, je suis parti là. Allez, à mon tour. Donc, sur le parcours, pour le parcours de souscription, vous pouvez y accéder sur le portail Boursorama. Rendez-vous dans l'entrée, donc dans la rubrique Bourse. Ensuite, on vous invite à sélectionner OPCVM, qui est un petit peu le nom barbare pour parler de fonds d'investissement. Oui. Et ensuite, bien sûr, la rubrique FIP FCPI 2024 avec l'offre qu'a présentée Mathieu précédemment. Bon, d'accord. Donc là, je clique, c'est ça? Vous cliquez sur FIP FCPI 2024 et en cliquant, voilà ce qui apparaît. Donc, les principales informations sur les fonds. Oui. On vous rappelle donc, les plafonds de réduction et on vous invite aussi à consulter notre offre. Donc là, en l'occurrence, le FIP Qualisté Capital numéro 17 et on vous invite à souscrire jusqu'au bouton final que vous voyez tout à droite et qu'on a largement surligné. Bon, vous avez été sympa avec moi parce que vous avez indiqué comment on souscrivait depuis le portail d'information Boursorama, mais ce n'est pas le seul point d'accès. Il y en a un sur le site également, Boursobank, qui est d'ailleurs accessible depuis le portail. Comment ça marche sur le site Boursobank cette fois-ci? Eh oui, tout à fait Laurent, puisque nous avons un petit peu deux espaces, deux crèmeries, si je puis dire, sur le site Boursorama. Donc on a boursorama.com, le portail que j'ai évoqué précédemment, et ensuite le site Boursobank dédié aux clients. C'est d'ailleurs là où vous retrouverez, là où nous vous renverrons sur la plupart de nos emails, notamment sur les FIP FCPI ou le Perrin Matelas. En principe, on renvoie sur Boursobank. Et comment souscrire depuis le site Boursobank? Eh bien, c'est très simple. En cliquant sur le bouton du haut, on vous envoie directement sur ce qu'on appelle les cards, mais en fait, c'est des tableaux de présentation des fonds. Et moi, je vous invite à consulter une info très importante en cliquant sur « Découvrir le produit ». Vous avez la vidéo de présentation de chacun des fonds pour vous permettre d'apprécier au mieux le produit qui vous convient et également ensuite d'engager la souscription via le bouton « Souscrire ». Et j'ai également aussi un autre élément qui pourrait vous intéresser. Nous avons, pour les FIP FCPI comme pour le Perrin Matelas, des simulateurs accessibles depuis le portail Boursorama et je crois qu'on va vous les transmettre dans le chat de ce webinaire. Donc bien à surveiller. On a parlé défiscalisation ce soir, on a vu les différents mécanismes et tout, mais à la fin des fins, est-ce que c'est pas trop galère à déclarer sur sa déclaration de revenus tout ça? Eh bien non, Laurent. En tout cas, on va essayer. Parce que ce serait dommage d'être arrivé jusque-là pour que ce soit un vrai casse-tête. Tout à fait. Donc, je reprends mon bâton de pèlerin. Allez-y. Et je vous emmène sur la déclaration. Ah, c'est pas l'île de Beauté, là. Oh là là, oh là là. C'est bleu, certes, mais ça n'est pas l'île de Beauté. Donc, pour le Perrin Matelas, en l'occurrence pour le salarié, donc, il faudra, dans la plupart des cas, notre partenaire assureur aura transmis donc, à l'administration fiscale les montants qui ont été versés sur le contrat. Donc, vous les retrouverez en principe dans la case 6NS. En revanche, il se peut qu'il y ait parfois des manquements, tout peut arriver, donc on vous invite quand même à aller vérifier sur votre déclaration d'imposition que cette case soit dûment remplie. Pour les travailleurs non salariés, c'est un petit peu différent, donc on vous invite à nouveau, comme l'a fait Tatiana tout à l'heure, à vous rapprocher de votre expert comptable pour réaliser toutes vos déclarations. Et enfin, pour les FIP FCPI, là, il faudra automatiquement reporter la réduction. La réduction, vous l'avez dans votre espace client puisque vous avez effectué la souscription. Nous vous envoyons aussi un imprimé fiscal unique qui vous permet de reprendre les informations à reporter dans votre déclaration d'imposition. Et donc là, les cases pour le SCPI en l'occurrence, c'est 7GQ et 7GR en fonction de la période de l'année. Et pour le FIP investi en Corse, c'est 7FM. Il a fait toutes les cases de la déclaration fiscale. C'est le montant souscrit. C'est le montant souscrit à déclarer. Voilà, la tout à fait. Merci Mathieu. Voilà, et ensuite, l'administration fiscale donc, applique la réduction. Exactement. Bon, et pour tous les gens qui nous regardent et qui disent « Mais est-ce que je suis encore dans les délais pour faire tout ça ?» On termine peut-être en rappelant les dates de versement, de souscription, les dates limites. Tout à fait. Alors donc pour l'adhésion au Perrin Matelas et le premier versement, donc à l'adhésion, c'est jusqu'au 26 décembre inclus. Oui. Et pour les FIP FCPI avec Vatel Capital, pour la réduction d'imposition, c'est jusqu'au 31 décembre inclus, donc théoriquement jusqu'à minuit. Bon, j'espère que vous êtes chauds tous les trois parce que ça n'a pas arrêté de tomber. Et la première question que je vais vous poser, parce qu'elle est revenue très souvent, elle se scinde en deux catégories, donc je la pose à la volée, puis répond qui veut. 1, est-ce qu'on peut continuer à ouvrir un PER quand on est à la retraite?
Et est-ce qu'on peut continuer à verser sur un PER quand on est à la retraite? Tatiana, vous avez envie de lancer ou Thomas? Je vais peut-être répondre pour parler au nom de Boursorama. Donc, au sens légal, vous avez le droit d'ouvrir et d'adhérer à un plan épargne retraite si vous êtes déjà retraité. Ensuite, selon les assureurs, et c'est le cas pour Oradea et le contrat que nous distribuons chez Boursorama, donc Matelas, nous ne permettons pas pour le moment aux personnes retraitées d'adhérer à un PER Matelas, puisque ça peut laisser lieu à diverses interprétations de l'administration fiscale quant à la déduction. Donc pour le moment, ça n'est pas permis pour le PER Matelas. Alors, pas d'ouvrir et de continuer à verser. Est-ce que ça, c'est possible, Thomas? Oui, il me semble que théoriquement, c'est possible. En revanche, il y a bien un événement qui se déclenche à la retraite et ensuite, on vous invite donc à choisir on vous invite à choisir la sortie du PER 1. J'en ai parlé tout à l'heure, en rente, en capital ou les deux. Bon. Alors, autre question. Question de BTH. Bonsoir. À la sortie du PER, le capital est-il imposable? Oui. Et oui. Oui, tout à fait. Là aussi, peut-être qu'on avait laissé... Effectivement. Donc à la sortie du PER, donc là, capital, je suppose que le client veut sortir en capital. Tout à fait. Donc on va distinguer deux choses. Donc les primes versées. Je vous ai dit, les primes versées bénéficient d'un avantage fiscal. Donc c'est vrai qu'à la sortie, ça va réintégrer donc, l'imposition. Et les plus-values, donc les intérêts, donc tout ce qu'aura généré, ça va être soumis au PFU. Donc le PFU, c'est 17,2 et 12,8 de prélèvement libératoire. Prélèvement forfaitaire unique. Oui, tout à fait. C'était une question de Vincent. Est-ce que les intérêts acquis dans le PER sont soumis à l'impôt sur le revenu? Oui, donc la réponse est oui. Après, ce que je voudrais quand même compléter, parce que je ne voudrais pas qu'on reste sur c'est fiscalisé à l'entrée, c'est fiscalisé à la sortie. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Il ne faut pas oublier déjà plusieurs choses. C'est que le but, c'est de se constituer un complément de revenu à la retraite. On a vu que l'administration fiscale nous accompagne. Déjà. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'on n'aura pas les mêmes revenus à la retraite qu'on a aujourd'hui. On va perdre une partie de nos revenus. Entre 30, ça peut aller même jusqu'à 50% des revenus en fonction de notre situation, de ce qu'on fait exactement. Donc il y a quand même un autre effet qui peut avoir de l'importance, c'est que je peux déduire un taux, mais à la retraite, je n'ai pas forcément le même taux d'imposition. Donc je peux avoir une baisse. Donc là aussi, souvent une chute de ses revenus à la retraite. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc on peut quand même sortir à un taux d'imposition qui est plus faible. Donc ça aussi, c'est toujours à prendre. Oui, puis c'est effectivement à prendre en compte. Isa, qui poursuit un petit peu la même question, nous dit, est-il encore possible de souscrire si on est, alors vraiment ce seuil est important, à 2 ou 3 ans de la retraite? Est-ce qu'on peut encore ouvrir un PER? Oui, vous pouvez ouvrir un PER et également aussi pour compléter le propos de Tatiana, donc sur les versements et la déductibilité, ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le PER, c'est de profiter aussi de ce report d'impôt quelque part qui vous permet d'avoir aussi un petit levier pour investir ou pour d'autres projets. Donc ce report d'impôt, même s'il y a une imposition finalement à la sortie, donc à la retraite, c'est toujours de l'argent qui vous permet de faire des efforts d'épargne supplémentaires ou qui est disponible pour d'autres projets. Baptiste s'inquiète, est-ce que la gestion pilotée est obligatoire? Non, Baptiste, la gestion pilotée n'est pas obligatoire, ça reste une option bien sûr. Et Angie nous demande, est-ce que nous pouvons modifier ou arrêter les versements après quelques années? Oui, vous n'êtes pas obligé d'alimenter perpétuellement le contrat, vous pouvez les stopper à un moment donné et les reprendre. Alors, on avait aussi quelques questions posées au moment de l'inscription. Yannick nous demandait, faut-il un PEA pour souscrire à des FIP FCPI? Je vais mélanger un petit peu les questions FIP et PER. Non, les parts de FIP FCPI en fait se logent en compte titre ordinaire, je l'expliquais tout à l'heure, et comme l'expliquait aussi très bien Mathieu, ces parts sont exonérées donc d'imposition forfaitaire, donc à la sortie sur les plus-values, c'est uniquement les prélèvements sociaux de 17,2% qui sont prélevés, qui est l'avantage, je le rappelle, pour le PEA, après 5 ans bien sûr. Allez, on va faire une petite partie FIP. Tris nous demande, les FIP, peut-on connaître précisément les PE impliqués dans les fonds présentés? Est-ce qu'on peut savoir dans le détail du détail où est investi l'argent qu'on vous confie, Mathieu? Alors sur les FCPI, on a parlé de financement de l'innovation.
C'est vrai que c'est un terme un peu générique, donc ça pourrait nous laisser penser qu'on va aller mettre son argent dans des startups parfois qui montrent une qui viennent à peine de naître et qui ont une idée géniale, mais qui doivent encore se réaliser. Alors, ce n'est pas une obligation de faire ce qu'on appelle du capital risque dans un FCPI, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser. Oui. Pour ce qui est de notre cas, par exemple, chez Vatel Capital, on investit plutôt sur une ambiance dite de capital développement, c'est-à-dire qu'on va plutôt nous accompagner des entreprises qui ont déjà un degré de maturité avancé. Je pense à peut-être qu'un exemple est plus parlant. Oui, bien sûr. On vient d'accompagner avec un succès dont on est très fier, une société qui s'appelle Stif, qui s'est créée en 1984, qui est une société familiale. Donc, qui est cotée en bourse maintenant. Qui est cotée en bourse, exactement. Qui a un parcours assez flamboyant, puisque, et là, pour le coup, on doit savoir être fier aussi de champions que nos PME sont capables de faire émerger. Et Stif, qui est historiquement un fabricant de produits de manutention dans l'univers industriel, en 2010 a fait un pivot d'activité, donc à cette occasion a fait appel à des fonds d'investissement, dont Vatel, pour pouvoir accompagner en fait un mouvement, et on a été ravis de le faire, et donc aujourd'hui ils viennent de gagner un appel d'offres par exemple chez Tesla, ce qui est quand même pas rien. Dispositif anti-explosion sur les BESS qui sont ces unités de stockage sur les sites de production. Exactement, on sait tous que les énergies, le stockage de batteries électriques est un risque, puisque les batteries peuvent exploser, imploser, donc avoir un effet un peu de contagion lorsqu'on les stocke. Et donc l'innovation qu'a lancée cette société Stif, qui est à Saint-Georges-sur-Loire, donc bravo à eux, c'est de créer des... C'est l'innovation et du local. C'est une innovation et du local, et donc ils ont créé un dispositif, alors je caricature, mais pour faire en sorte que l'explosion en fait soit pas horizontale, mais plutôt verticale, pour éviter justement qu'il y ait un effet de dispersion. Donc ça, c'est typiquement un exemple de ce qu'on va pouvoir retrouver dans un FCPI. Donc oui, innovation, mais on n'est pas obligé d'innover avec une application sur smartphone. On peut innover dans plein de domaines, et nos 140 000 PME dont on est très riche en France, qui emploient plus de 4 millions de personnes, sont innovantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important à rappeler. Sur la partie Corse, là j'ai commencé à donner quelques indications tout à l'heure. On est plutôt sur des activités qui sont propres au bassin d'économie de la Corse. Je rappelle que la Corse, c'est à peu près 9 milliards de PIB chaque année, et c'est un peu plus de 30% autour du tourisme. Donc évidemment qu'on va retrouver des entreprises qui sont liées de près ou de loin à cet environnement-là. Reprenez votre souffle, Mathieu, parce que j'ai une bordée de questions qui arrivent. Je vois l'heure qui tourne, on va essayer d'être hyper synthétique pour ne laisser personne de côté. Lionel nous dit, pour les FIP FCPI, existe-t-il malgré tout des cas possibles de sortie en cas de force majeure? On imagine, dans certains cas, les pertes d'emploi, les choses comme ça. Est-ce que ça existe sur les Oui, il y a les cas sécurité sociale, effectivement, qui sont possibles. En revanche, sans vouloir faire de déception, par exemple, le décès du titulaire n'occasionne pas la vente des parts. D'accord. Donc elles font partie de la dévolution successorale et sont transmises aux héritiers. Marie nous demande, est-ce possible de réaliser des versements réguliers vers un FIP ou un FCPI? Alors, ça serait pas mal, c'est une bonne idée. C'est pas comme ça que ça marche. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce type de fonds de capital investissement sont millésimés. Donc, chaque année, vous avez vu, on a le numéro 17. Donc, chaque année, on crée un nouveau millésime qui est assis sur une réglementation. C'est des fonds très régulés, je le disais tout à l'heure avec l'AMF. Et ces règles du jeu peuvent varier d'une année sur l'autre. Donc, il n'est pas simple, en fait, d'embarquer un souscripteur dans un fonds pour lequel les règles pourraient bouger. On parlait tout à l'heure du FCPI. Oui. On était à 25 l'année dernière, on est à 18 aujourd'hui. Si j'étais en version programmée, donc c'est plutôt du one shot. Alors on peut en faire plusieurs sur une année, si on veut, puisque là on a ouvert, je crois, en octobre les souscriptions, donc on pourrait très bien, suivant ses possibilités financières, faire plusieurs versements. Mais pas programmé. Voilà. Alors, justement, Eric veut tout savoir. Madji, peut-on cumuler les avantages fiscaux du... Alors, pardon, ce sera plus tard celle-là. Eric nous demande, on peut souscrire donc 2 fois 12 000 euros au FIP plus FCPI avec les 2 réductions d'IR cumulées. On peut faire coup double, 12 000 sur l'un et 12 000 sur l'autre. Exactement. Ça fonctionne. Michel et Coralie nous disent, mais on ne va pas parler de frais sur les FIP FCPI. Quels sont les frais? Donc il n'y a pas de frais à l'entrée. Donc ça, merci à notre partenaire Boursorama. C'est la question de Coralie. Voilà, qui permet de ne pas avoir de frottement à l'entrée. Et ensuite, il y a des frais de gestion qui sont inclus. Et quand on communique des performances, je tiens à le préciser,
ces frais sont bien inclus dans les performances, donc on ne vient pas derrière vous rajouter. Voilà. Donc sur les FCPI, il y a des frais de gestion qui sont de 2,5% et c'est 2,82% sur les FIP. Bon, très clair. Par an. Par an. Voilà. Justement, on a une question, le plafond de 12 000 € est-il permanent ou annuel? Mais quand on comprend votre histoire de millésime, on comprend que c'est sur la souscription du produit. Alors ça, pour le coup, c'est assez stable dans le temps. C'est-à-dire que ces plafonds de souscription, tout comme le plafond initial, malheureusement, il est très très stable. Il n'est même pas indexé sur l'inflation. Donc non, c'est bien chaque année 12 000 pour une personne seule et 24 000 pour un couple. Bon, allez, la question combo maintenant de Madji, justement, j'avais dit que je la poserais. Peut-on cumuler les avantages fiscaux du PER avec ceux des FIP FCPI? Ça revient un peu à la formule que vous nous aviez décrite au début. Oui, au tout début, Tatiana. effectivement, on peut faire des versements sur un PER, bénéficier de la déduction du PER, et investir sur des FCPI, bénéficier d'une réduction d'impôt. Voilà, donc après, et justement, tiens, transition toute trouvée, je crois qu'un David nous demandait, est-ce qu'il existe un simulateur afin d'optimiser les réductions et déductions d'impôts afin de s'approcher de l'impôt zéro? Oui, tout à fait, il existe. C'est vrai que celui-là, il va intéresser beaucoup de monde. Donc, on a plusieurs simulateurs sur le portail de Boursorama. Un qui vous permet de calculer votre imposition sur le revenu, et ensuite un qui vous permet aussi donc, de calculer la déductibilité maximale si on utilise un plan épargne retraite, et aussi la réduction obtenue si on investit sur des FIP FCPI. Bon, une question de Félix. Si on ouvre son PER aujourd'hui, en décembre 2024, les déductions, réductions s'appliqueront bien sur la déclaration 2025 sur les revenus de 2024. Et question subsidiaire, de facto, les plafonds des 3 années précédentes ne sont pas utilisés puisque pas de PER ouvert. Est-ce utilisable? Pour la première partie de la question, j'aurais tendance à répondre oui. Oui. Et je ne suis pas sûr de comprendre la seconde partie, en fait. De facto, les plafonds des 3 années précédentes ne sont pas utilisés quand on ouvre un PER, c'est ça? Ils sont utilisés en cas de versement, en fait. Donc, il y a bien l'événement qui se produit de... Ça y est, je l'ai. En fait, Félix veut savoir si, quand il ouvre son PER, du coup, il peut aller directement sur les 3 années d'antériorité, c'est ça? En fait, c'est tout à fait ça. S'il l'ouvre là, aujourd'hui, en décembre 2024, oui. Donc ça va bien être sur la déclaration qu'il va faire l'année prochaine, donc sur le revenu 2024 qu'on va faire en 2025. Oui. Et après, ça dépend, comme Thomas l'a dit, du montant versé. Donc lui, il va regarder sur son avis d'imposition, il aura le total. S'il verse le total, il pourra prendre les 3 dernières années plus l'année en cours. C'est ça. Effectivement, mais voilà. Laurent nous demande, c'est pas moi, je vous promets, est-ce que l'offre est valable pour le transfert? Là, je pense qu'il parle de l'offre dont vous nous avez parlé tout à l'heure, pour le transfert d'un PERCO vers un PER matelas. Alors, en principe, oui, puisqu'en fait, pour pouvoir transférer votre PERCO, il faut bien ouvrir un PER1, et donc logiquement, il y a bien l'offre qui est tout à fait éligible. Bon, une question qui était intéressante. En revanche, je me permets aussi de préciser, le transfert dépend aussi de l'assureur qui va nous envoyer le contrat d'assurance, et donc dans le cas de notre client, en l'occurrence, parfois les transferts peuvent prendre plusieurs mois, donc jusqu'à 3 mois, il me semble que c'est le délai légal maximum. Donc si ce client souhaite bénéficier de l'offre, je lui recommanderais plutôt d'effectuer le versement au cas où le transfert arriverait d'ici 3 mois, donc pour l'année 2025, et auquel cas l'offre serait donc dépassée. On n'en a pas parlé, mais il y a une question effectivement, et d'ailleurs c'est une question d'actualité sur le PER, c'est une question qui nous est posée par Thibaut. Si on débloque jamais, alors si on ne débloque pas un PER, est-il transmissible en succession ou sans droit de succession? C'est un débat d'actualité, Tatiana. Oui, tout à fait. C'est un débat d'actualité et on voit effectivement que c'est un peu regardé par le législateur. Tout à fait. Ouais. C'est un peu regardé par le législateur. Donc je rappelle déjà en préambule que c'est pas le but du produit en fait de transmettre. Malheureusement, il peut y arriver. Voilà, on peut décéder malheureusement, soit pendant la phase d'épargne, soit pendant la phase une fois qu'on a débloqué, si on est sorti. On a demandé du capital, mais qu'on n'a pas tout débloqué, donc la phase de retraite. Le PER matelas, donc c'est un PER assurantiel, donc ce qui veut dire que vous allez désigner un bénéficiaire. Donc les sommes seront versées à un bénéficiaire que vous allez désigner. Donc c'est un peu comme de l'assurance vie, j'ai envie de dire, donc ça ne rentre pas dans la succession, si on veut faire un parallèle. Oui. Donc on va désigner des bénéficiaires à qui on veut que cette épargne aille. La deuxième chose, pour répondre, c'est qu'il y avait une partie fiscalité, si je ne me trompe pas, dans la question, sans fiscalité, donc le conjoint. Oui. En succession ou sans droit de succession, alors, disait-il. D'accord, tout à fait. Donc, c'est hors succession. Oui. Par contre, il y a une fiscalité, potentiellement. Oui.
Alors si c'est le conjoint, partenaire de Pacs, reste exonéré, donc ça, il n'y a pas de sujet. Après, la fiscalité, je ne vais pas rentrer dans le détail, il va dépendre de l'âge auquel on décède. Si on décède avant 70 ans, il y a un abattement, il y a une taxation forfaitaire. Si c'est après 70 ans, il y a un abattement. Et c'est le barème des droits de succession qui s'applique. D'accord. Bon, ben voilà pour cette réponse. Et comme on le disait, c'est peut-être quelque chose qui va être amené à évoluer. On ne sait pas dans les mois qui viennent, mais là-dessus, on ne va pas faire de fiscalité fiction, si je puis dire. Est-ce que, côté régie, je vois que j'ai à peu près purgé ma tablette de toutes les questions. Est-ce qu'il y a encore des interrogations auxquelles on peut répondre ou est-ce qu'on va s'arrêter là pour ce soir? Eh bien, on me dit que c'est tout bon. Et on me dit aussi qu'il y avait beaucoup de questions. Bah oui, c'est normal. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il reste le replay pour revoir parce que je pense qu'on a abordé quand même les grandes questions que vous pouviez avoir sur les mécanismes de ces produits et leur mode de fonctionnement. Merci à vous trois, à mes experts, d'avoir si bien répondu aux questions et d'avoir présenté donc les possibilités de ce PER1 et des FIP FCPI. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce soir. Je vous le dis, la promesse, c'est d'avoir le replay d'ici quelques jours en ligne sur le site Boursorama. Et puis, restez avec nous encore quelques minutes après le clap de fin, histoire de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à bientôt.